à tous, je suis Romualdine, fondatrice de Génération Zéro. J'interviens en tant qu'animatrice puisque je suis membre du mouvement Impact France. Nous avons donc à nos côtés Véronique, dont on va entendre le témoignage, ainsi que Anne, qui va intervenir en tant qu'experte sur le sujet et qui va nous apporter son regard. Donc je vais commencer par vous demander de vous présenter en une phrase. Bonjour, je suis Véronique Iken, je suis dirigeante d'une entreprise de peinture-décoration sur le bassin rennais. J'ai une PME de 45 salariés. Bonjour, je suis Anne Bourdet, je suis consultante en management de la RSE et j'accompagne principalement les TPE, PME dans leur démarche d'amélioration continue. Alors, je vais présenter avec ce que j'ai compris de ce que fait Thiriot dans la vie, et puis après, on va commencer le témoignage. Donc, Thiriot, c'est une entreprise de peinture, décoration, revêtement de sols muraux, fondée en 1973 par le père de Véronique, qui a repris l'activité en 2000 avec son compagnon. Donc effectivement, en 2000, ils étaient 20 salariés, 45 actuellement, donc une belle progression. Et ils interviennent sur un périmètre géographique Bretagne, Normandie et région parisienne, sur le marché des particuliers et des professionnels. Et actuellement, un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros par an. En quelques mots, basé à Signé. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Est-ce que Véronique, vous voulez réagir, rentrer un peu plus dans le détail sur votre activité et les valeurs qui vous animent ? D'abord, je voudrais remercier Social Change de m'avoir invitée pour témoigner de mon expérience. Je représente le monde artisanal et le monde des PME. Et c'est intéressant pour moi d'échanger avec vous sur la thématique de la RSE, puisque c'est que du bon sens et on s'aperçoit que dans les petites entreprises, même si on se sent bien éloigné intellectuellement de la RSE, au final, on s'aperçoit qu'on le vit au quotidien. Merci. En 2000, quand vous reprenez l'activité, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour dans quel état vous reprenez l'activité, dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là ? Alors en fait, je viens du milieu de la peinture puisque mon père est artisan peintre. Au démarrage, il avait 2 apprentis. Donc comme les artisans, le local était à la maison. Donc j'ai baigné dans la peinture depuis toute petite. Je n'étais pas destinée à être peintre en bâtiment à l'origine. Je travaillais dans la régie, donc plutôt dans le spectacle. Mais au final, les deux mondes se sont rejoints. On est sur l'implantation d'un décor, sur la relation avec un spectateur, donc un client potentiellement, et puis avec des acteurs qui sont les salariés, les compagnons du bâtiment. Donc au final, ces deux mondes se rejoignaient. Je m'y suis retrouvée à la fois dans le côté artistique, dans le côté organisationnel. L'idée, quand moi j'ai repris l'entreprise, c'était pour soulager mon père. En fait, il était épuisé de ce que ça implique d'être entrepreneur du bâtiment. Et à 60 ans, il voulait vendre son entreprise et elle n'était pas vendable parce qu'elle n'était pas en très bonne santé. Et on a été accompagné par, à l'époque, la Fédération française du bâtiment, qui nous a dit, mais écoutez, lancez-vous, on va aussi vous appuyer parce qu'on s'aperçoit qu'on ne fait jamais rien tout seul. On a besoin des institutions, des organisations et des bonnes pratiques de tout le monde. Alors, vous parlez bonne pratique, ça me fait penser à la question, on est là quand même dans la social change, les valeurs sociétales, c'est quelque chose qui vous parle, qui sont présentes dans votre entreprise ? Elles sont présentes depuis sa création. En fait, je n'ai absolument rien inventé, en tout cas dans l'entreprise Thiriot. Je n'ai fait que continuer ce que mon père avait mis en place, influé. À l'époque, pour vous situer un petit peu le personnage, c'était quelqu'un qui pouvait prendre un autostoppeur, parce qu'à l'époque, ça se faisait, avec le covoiturage, on fait moins d'autostop. Il pouvait prendre un autostoppeur et puis, en discutant avec lui, s'il voyait que c'était quelqu'un qui était éloigné de l'emploi, il allait lui dire, écoute, tu viens lundi matin, moi je te fais un contrat, je vais t'apprendre un métier et puis tu vas déployer. Donc c'était tout dans la simplicité, dans la relation à l'autre. On a eu, il avait même à un moment embauché un SDF qui était à la sortie
d'un commode, enfin peu importe, et qui, plutôt que de lui donner une pièce, lui a dit écoute, viens, moi je vais t'apprendre un métier. Donc on avait vraiment ce côté insertion sociale par le travail qui était très ancré dans notre ADN. Alors j'ai mon anti-sèche, mais est-ce que vous sauriez nommer vos valeurs d'entreprise ? C'est des valeurs fortes, alors je sais, d'insertion sociale, culturelle, humaine. Alors moi j'avais noté ouverture, professionnalisme et humanisme. C'est l'aboutissement. D'accord. On va passer à une deuxième partie, donc la partie mode d'emploi. Concrètement, comment on met en œuvre ces valeurs et comment elles s'articulent au quotidien ? Alors, la chance quand on est dans une petite entreprise, c'est que on connaît les gens avec qui on travaille. C'est plus facile quand on se connaît et quand on s'écoute. Quand on s'écoute, dans une écoute attentive, bien évidemment, on s'aperçoit que les bonnes pratiques, nos compagnons les connaissent, qu'ils savent ce qui est bon pour eux. Il faut juste écouter ce qu'ils disent et puis mettre toutes les choses en lien. En fait, on est, à mon sens, en tout cas, quand on est chef d'entreprise, on n'est pas là pour... On est là pour influer, pour donner un cap, mais on se nourrit de tout ce qu'il va y avoir autour de nous, on se nourrit de nos salariés, et c'est ce qui fait le bien-être au travail. Être une femme dans le bâtiment, est-ce que c'est quelque chose de difficile ? Comment vous avez réussi à trouver votre place ? Alors, je ne vais pas dire que ça a été hyper facile au démarrage. Il y a 20 ans, quand j'ai démarré, on vous regarde un petit peu du coin de l'œil en disant est-ce qu'elle va avoir la compétence ? Donc il faut prouver sa compétence. On a encore un petit peu ces états d'esprit-là. Aujourd'hui, moi j'ai 8 filles sur chantier, d'âge un petit peu différent. Et quand on me voyait arriver en réunion de chantier, par exemple, concrètement, on disait « Oh, il y a Thiriot qui est là, va falloir payer une base vie complémentaire. » Parce que l'insertion... Une base vie pour les personnes qui ne sont pas du métier ? Oui, je vais vous expliquer. En fait, il faut savoir que l'insertion, ça a un coût. C'est pas non plus je suis sympa, j'accueille quelqu'un. Accueillir quelqu'un correctement, ça demande du temps pour les salariés. Et notamment, quand on accueille des femmes sur chantier, ça veut dire une base vie, ça veut dire des vestiaires et des sanitaires complémentaires. Et c'est proratisé avec les différentes entreprises qui interviennent sur le chantier. Donc ça coûte à tout le monde. Donc forcément, ça grinçait des dents il y a 20 ans quand on me voyait arriver parce qu'il y avait encore peu de femmes sur les chantiers. Maintenant, ça va mieux. Très bien. Vous parliez de qualité de vie au travail. Ça se traduit aussi avec des produits spécifiques. On m'a parlé de AlgoPaint et de peinture biosourcée. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ? En fait, pour faire vraiment le lien avec la RSE, en fait, quand on travaille sur un sujet, enfin, quand on est sensible, nous, notre sensibilité, elle était orientée plus sociétale. En fait, on s'aperçoit que tout est lié. Donc, si on veut que nos salariés soient bien au travail, il faut qu'ils travaillent avec des produits qui sont sains pour eux. Mon grand-père était peintre en bâtiment, il travaillait sous l'amiante. Mon père a travaillé sous le plomb. Nous, on travaille encore avec de la glycéro parce que ce n'est pas complètement terminé. On a, pour le citer, AlgoPaint est une société de Verne-sur-Sèche qui est venue nous voir il y a une dizaine d'années en nous présentant donc son produit, sa peinture, qui est une peinture aux algues. Et il nous a demandé si on pouvait être testeur, en gros, pour faire évoluer son produit. Donc, on a évidemment dit oui. Ça a demandé du temps. Donc, le temps, c'est aussi de l'argent. Donc, quand on est une entreprise, on n'est pas une association à but non lucratif. Mais c'était un investissement sur le long terme. Donc, aujourd'hui, 10 ans après, concrètement, on a développé, effectivement, on fait à peu près 30% de notre application de peinture en peinture aux algues. Et pour rebondir sur le sociétal, quand on a des femmes sur le chantier et des jeunes femmes, ça veut dire qu'elles vont avoir des bébés potentiellement. Ça veut dire que si on veut qu'elles restent en emploi, il faut qu'on ait des conditions et des produits qui soient sains pour elles. Donc on a travaillé notamment, et c'est là où la RSE encore a tout son sens, avec nos parties prenantes comme la médecine du travail, qui a travaillé avec nous sur comment est-ce qu'on peut laisser les femmes au travail, dans quelles conditions, avec quels produits, comment on adapte, puisque c'est discriminatoire aujourd'hui. Elles sont arrêtées en gros, pour faire juste une petite
aparté, mais elles sont arrêtées dès qu'elles sont enceintes. Ça veut dire le congé maternité, c'est pratiquement 1 an, mais ce n'est pas considéré comme un congé maternité. Donc elles sont en arrêt de travail. Donc ça veut dire perte de salaire, ça veut dire perte de congés payés. Donc il faut penser à ça aussi. Et donc les peintures algo, qui sont des peintures saines, permettent qu'elles puissent rester aussi en poste au travail. On n'a pas parlé d'un élément, enfin on a sûrement oublié plein de choses, mais sur la partie justement la place des femmes, la progression professionnelle et l'évolution de carrière, c'est aussi quelque chose qui vous anime ? En fait, on a mon secteur d'activité est absolument formidable parce que le bâtiment offre toutes les possibilités. On peut, comme le disait le témoignage de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut très bien démarrer en tant que peintre en bâtiment et puis après, on peut évoluer sur un poste de conducteur de travaux, on peut évoluer sur un poste de maîtreur et tout ça par l'aide de la formation. On peut aussi se mettre à son compte, on peut être artisan peintre. Donc, c'est un métier d'ouverture, ce sont des métiers d'ouverture. J'ai envie de rebondir sur... vous parlez formation. On m'a dit que vous aviez mis en place quelque chose avec le CFA de Saint-Grégoire. Alors, ça, effectivement, le CFA de Saint-Grégoire a mis en place et nous a proposé à d'autres entreprises du bâtiment, enfin de peinture, ce qu'on appelle un CAP+. Et le CAP, alors un CAP, ça se fait en 2 ans. Le CAP+ va se faire en 3 ans et il est pour accueillir des personnes qui sont étrangères, où il faut apprendre, ils apprennent la première année en fait les codes, qui ne sont pas on n'a pas les mêmes codes. Et pour s'insérer dans le travail, on ne demande pas à ce que les gens se changent, mais qu'ils comprennent les codes pour qu'on puisse être adapté en fait, à la fonction, au travail, à la société. Ça demande un effort aux personnes qu'on accueille, mais ça demande aussi un effort à nos salariés qui accueillent, puisque quand on accueille des personnes qui ne parlent pas encore correctement le français, il faut prendre du temps pour déchiffrer, pour accompagner. Donc tout se fait sur la longueur. Le CAP+, donc la première année, pour revenir à votre question, c'est la première année, j'apprends les codes, le langage, et la deuxième année, donc ils sont 2 jours à l'école et puis le reste du temps en entreprise. Et la deuxième et troisième année, on est sur un CAP classique d'apprentissage. Donc vous nous avez donné plusieurs exemples, effectivement, entre ces personnes étrangères qui arrivent et à qui que vous formez pour qu'elles aient un emploi, des femmes qui ont la possibilité aussi d'évoluer dans leur carrière, votre père qui recrutait lors de ses... quand il prenait des gens en covoiturage. Mais est-ce que c'est si facile que ça ? Quelles sont les difficultés à la mise en œuvre ? C'est jamais facile. Il faut juste prendre conscience qu'il faut du temps pour faire les choses et qu'on n'appuie pas sur un bouton et ça va marcher tout de suite. Ça, c'est pas possible. La formation prend du temps, l'accueil prend du temps, les transformations prennent du temps. Quand j'ai proposé à mes salariés de leur dire tiens, on va essayer un nouveau produit, notamment pour revenir sur les peintures biosourcées. La première réaction, c'est « Oh non, qu'est-ce qu'elle a encore comme idée ?» Parce que forcément, le changement, c'est pas simple. Mais il ne faut pas partir du principe qu'on va tout bouleverser, qu'on va passer du coq à l'âne. En fait, c'est petit à petit qu'on a fait changer les choses. Donc, c'est plus facile quand on a compris qu'il fallait du temps. Donc, il faut s'y mettre tout de suite sur la RSE. Alors, 22 ans après avoir repris l'activité, quel bénéfice vous retirez de la mise en place d'une politique sociétale forte dans votre entreprise ? Le bénéfice, il est à la fois individuel et collectif. Il est interne et externe. Alors, je m'explique. Individuellement, quand on est bien au travail, qu'on s'en sent bien, on est meilleur, on est autonome, on se sent bien soi-même. Et ça, c'est valable pour tous les salariés de l'entreprise, quel que soit leur poste. Collectivement, c'est en interne, on a créé un groupe de travail. On se parle, on se comprend. Et quand on n'est pas d'accord, on se le dit. Ça, c'est de l'interne. Et puis, en externe, nos clients le sentent. La bonne humeur se transmet. Donc, la bonne humeur au travail en interne, le client le perçoit. Et la couleur sur son mur n'a pas la même impression. La peinture des murs change de couleur. Ça, c'est fort. Dernière question.
pour toute cette structuration RSE? Est-ce que vous êtes accompagné? On ne fait jamais rien tout seul. Il y a en fait, on est accompagné par l'agence Déclic, qui nous a été présentée par la Fédération régionale du bâtiment, qui a mis en place ce qu'on appelle une communauté RSE, donc, où tous les acteurs du bâtiment peuvent travailler. Et c'est formidable. On se voit à peu près 4 fois. Ça fait 2 ans à peu près que ça a été mis en place. On se voit 4 fois par an, donc ça ne demande pas un temps extraordinaire, mais ça permet d'échanger sur nos bonnes pratiques et on apprend toujours de l'autre et on se motive mutuellement. Et l'agence Déclic intervient individuellement, enfin en entreprise, et puis sur notre communauté RSE. Eh bien, merci. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions au numéro en haut de l'écran. On va laisser la parole à Anne dans une seconde, juste après que j'ai remercié Véronique de ce témoignage, parce que ça nous donne un éclairage différent de la place que le sociétal peut prendre dans un métier qui initialement paraît éloigné de la RSE, et de montrer que manager en tant que femme, ça peut être aussi différent et enrichissant. Merci Véronique. Oui, merci Véronique pour ce témoignage qui illustre vraiment l'incarnation de la responsabilité sociétale dans une entreprise, dans une PME. RSE que vous avez mis en œuvre sans le savoir vraiment, si j'ai bien compris. Alors j'ai bien entendu que vous étiez accompagné désormais depuis 2 ans, mais finalement au démarrage, vous ne pensiez pas à la RSE. En fait, la RSE, c'est du bon sens. J'étais persuadée que la RSE n'était que pour les grosses sociétés et que les petites entreprises n'étaient pas concernées par la RSE. In fine, on s'aperçoit que quand on connaît les 5 piliers, qu'on coche toutes les cases et que les entreprises artisanales et les PME font de la RSE sans le savoir. Okay. Et du coup, c'est avec ce collectif de la Fédération du bâtiment que vous avez pris conscience que vous aussi, vous pouviez vous inscrire dans une démarche mise en lumière par ces labels RSE. Exactement. En fait, on a mis des mots sur ce qu'on faisait, on a compris ce qu'on faisait, et puis on a pris de la hauteur. Ok, très bien. Moi, ce qui m'a interpellée dans votre témoignage, au-delà de la réussite de votre entreprise, c'est l'aspect humain, bien sûr, l'intérêt que vous portez à l'accompagnement des salariés, de chaque collaborateur dans sa montée en compétences, dans son équilibre vie professionnelle, vie privée, dans sa santé et ses conditions de travail, puisqu'on a parlé de peinture, etc. C'est vraiment très prégnant dans le discours, hein, et on sent que vous incarnez ça, que pour vous c'est primordial. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que au-delà des discours, il y a les actes. Et moi, c'est vrai que j'aime bien parler de communication par les preuves. Avant de communiquer avec un label ou quoi, finalement, vous communiquez avant tout en mettant en œuvre des conditions de travail qui sont intéressantes. Bon, alors, oui, l'œil de l'expert. Donc, qui dit œil de l'expert dit un petit peu de théorie en termes de responsabilité sociétale, même si j'imagine qu'on a beaucoup de personnes averties dans cette salle. Forcément, la norme de référence, c'est la norme ISO 26000. Donc vous avez parlé de 5 piliers parce que c'est un référentiel qui a été transformé en 5 piliers, mais initialement, on a bien 7 questions centrales: la gouvernance, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail. Et j'essayais je les énumère pas tous les 7, mais j'essayais de checker finalement sur chacune des thématiques tout ce que vous mettez en œuvre. Relations et conditions de travail, évidemment, c'est un point qui est chez vous très, très important, avec la mise en œuvre d'un dialogue social, le rythme de vie professionnelle, vie privée, vie pro, l'accompagnement de la montée en compétences. Les droits de l'homme sont aussi très importants, avec l'absence de discrimination, l'inclusion, avec aussi l'accueil de personnes afghanes.
L'environnement, bien sûr, la question centrale sur l'environnement, elle est aussi très présente, avec, vous ne l'avez pas évoqué, je crois, mais un souhait de diminuer les déplacements. Alors, c'est à la fois, comme quoi tout est lié, c'est évidemment économique. Plus on se déplace et plus ça complique, avec le coût de l'essence, avec nous le temps pour aller sur les chantiers. En tout cas, économiquement, c'est plus on va loin, plus c'est cher. Les gars et les filles n'aiment pas le déplacement, donc ça correspond aussi à leur besoin de pouvoir rentrer chez eux. En fait, c'est toujours du bon sens. On fait les choses toujours avec du bon sens en se disant voilà, c'est pas pour l'environnement, c'est pas bon le déplacement, économiquement c'est pas bon, socialement j'ai pas envie d'aller loin de ma famille, j'aime rentrer chez moi le soir. Enfin, vous voyez, tout est toujours donc finalement vous intervenez désormais sur un territoire plus restreint. Ça a été une décision. On reste essentiellement sur le 35. Maintenant, quand on est appelé par des architectes qui vont sur d'autres territoires, voilà, pour des gens bien précis, effectivement, on va le faire. Ok, très bien. Et les clients dans tout ça, parce que finalement, on en a un petit peu parlé, mais pas beaucoup. Donc, vous avez aussi bien des clients particuliers que des clients professionnels. Ils viennent vous chercher pour ces thématiques de responsabilité sociétale, ou ils n'y sont pas très intéressés? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, il y a tout. Il y a ceux qui viennent nous rechercher parce qu'ils connaissent, puisqu'on est implanté depuis, on va fêter nos 50 ans cette année, donc ils connaissent notre façon d'être, notre savoir-faire, évidemment, puisque ça, c'est la base, mais aussi nos valeurs. Et puis, il y a ceux, comme dans les marchés publics, où il va y avoir des clauses d'insertion qui sont mises en place dans le bâtiment depuis très longtemps. Donc, ça permet de répondre à certaines typologies de chantiers qui correspondent aussi à l'accueil des personnes éloignées de l'emploi. Et puis en marché privé, ça va être plus sur une question de produits biosourcés, où on est plus sur l'environnemental. Mais oui, il y a une véritable demande actuellement, et en marché privé et en marché public. D'accord, les deux sont intéressés par votre démarche. Donc pour cette thématique-là, on est dans la question relative aux consommateurs. Je suis toujours mon fil rouge de l'ISO 26000. L'ancrage territorial, eh bien, emploi local, fournisseurs locaux. Alors Algopaint. Alors oui. Algopaint, on ne peut pas faire plus local. Les algues viennent de la côte bretonne. En plus, pour vous faire un petit topo, on récupère le déchet de la pharmacie, donc on ne crée pas non plus une ligne complémentaire. C'est mis en pot par l'association Via Silva, qui est une association pour le travailleur pour l'handicap. La seule petite bémol que nous ayons, c'est que la ligne de production est à Lille, puisqu'on n'a pas d'usine en fait sur la Bretagne. Donc j'appelle nos élus bretons à travailler avec nos entreprises pour qu'effectivement on puisse relocaliser sur la Bretagne. Ok. Et puis la dernière question centrale que je n'ai pas évoquée, mais qui n'est pas la moindre, c'est la question centrale concernant la gouvernance. Et je crois que vous êtes en réflexion aujourd'hui autour d'une formalisation de votre raison d'être. Oui, effectivement, la raison d'être, nous voudrions l'intégrer dans nos statuts pour être une entreprise à mission. La raison pour laquelle je souhaite véritablement le faire, j'ai quand même 53 ans, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir transmettre mon entreprise. Mon père m'a transmis ses valeurs, je les ai continuées. Je ne sais pas aujourd'hui qui reprendra l'entreprise. Est-ce que ce sera une entreprise familiale ou est-ce que ce sera quelque chose qui ressemblera plus à une coopérative? En tout cas, c'est un vrai sujet. Quand on accompagne, quand on vit dans sa société depuis 20 ans avec des gens, et ben, quand on part, il faut s'assurer que la continuité soit toujours là pour eux. Tout à fait. Et j'ai une autre question par rapport. Bon, alors, vous parliez de démarche pas à pas et que c'était parfois la difficulté que vous n'alliez peut-être pas pour embarquer l'ensemble des collaborateurs, c'était peut-être un petit peu compliqué. Est-ce que vous avez d'autres difficultés parce que quand on énumère tout ça, ça paraît assez facile. Non, en fait, on rencontre aujourd'hui
une difficulté majeure, c'est que l'idée, c'est de rendre les gens autonomes. Donc, c'est plutôt pas mal. L'idée, c'est de les former. Mais c'est que les jeunes aujourd'hui, et c'est tout à leur honneur, bien évidemment, ils veulent voir autre chose. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir accompagné pendant 10 ans. Alors, j'ai eu le cas cet été d'une jeune femme, Alice, qui est arrivée chez moi. Elle avait 16 ans. Elle est restée 11 ans. Et puis là, elle a voulu partir, pas parce qu'elle n'était pas bien dans l'entreprise, mais parce qu'elle avait besoin d'autre chose, elle avait besoin de découvrir. Alors, avec le recul, on comprend, à l'instant T, un petit peu moins, parce que voilà, quand on crée quelque chose, on a l'impression, on a un côté affectif très fort, donc quand quelqu'un part, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer, malgré tout, dans nos entreprises par rapport à notre recrutement. On forme, on accompagne, on sait que c'est long, mais on sait qu'ils partent. C'est sociétal aujourd'hui, mais c'est aussi important de donner du sens aux salariés. En tout cas, il ne faut pas que ça nous empêche. C'est ça, ouais, tout à fait. En échangeant avec vous pour préparer cette séquence, m'est venu à l'esprit un livre qui s'appelle « Les entreprises humanistes » de Jacques Lecomte, et je suis allée piocher quelques extraits parce que ça me faisait vraiment écho. L'entreprise est une communauté de personnes agissant ensemble au service du bien commun. Vous vous retrouvez dans ça? Alors, l'expression bien commun implique un travail qui ait du sens pour la personne qui l'accomplit, ainsi que des conditions de travail satisfaisantes, des relations honnêtes avec les fournisseurs, des produits ou des services de qualité pour le client, un impact positif sur la société environnante, ce qui veut dire une baisse de chômage et de pauvreté, le respect de l'environnement, voire son amélioration. Et Jacques Lecomte évoque les entreprises familiales en disant « Les entreprises familiales réussissent mieux à tout point de vue car elles intègrent habituellement une vision à long terme, reposent sur des relations personnalisées et fournissent le sentiment d'appartenance à la communauté. » Je regrette de ne pas avoir lu son livre il y a 20 ans, ça m'aurait aidé. Voilà. Eh bien, merci à toutes les deux. J'ai donc quelques questions qui nous sont arrivées, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres, il est encore temps, il me semble. Je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre puisque je fais écho avec ce que vous venez de vous dire. Une PME qui grandit, je reprends la question du coup exacte pour ne pas dire de bêtises. Mais quel conseil donnez-vous à une PME qui grandit et qui souhaite maintenir les relations de proximité? Car plus une entreprise évolue et recrute, et plus c'est difficile. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à 45. Donc, j'ai pas la solution. Enfin, la solution pour nous, c'est de ne pas trop grandir, parce qu'après, on rentre dans un autre cadre et qui, moi, ne me correspond pas. Donc, je n'y vais pas, en fait. Après, dans des grands groupes, il va y avoir des personnes qui vont avoir les compétences pour faire ce travail-là. Donc, je pense qu'on peut dupliquer puisque c'est les grands groupes qui nous ont influé déjà cette façon de faire. Enfin, du coup, là, c'est une question de ma part. Du coup, vous êtes vous-même fixé un seuil de croissance maximale à laquelle vous épanouissez à ce stade et vous considérez que vous n'irez pas plus loin. J'ai 45 enfants, ça me suffit largement. C'est un beau score, effectivement. Une autre question sur la partie recrutement, parce qu'on sait que c'est un vrai enjeu actuellement pour toutes les entreprises et en particulier dans le bâtiment. Question en double. Première question, quel est le turnover dans votre entreprise ? On n'en a pas beaucoup de turnover parce qu'en fait, quand on fait de la RSE, sans le savoir, puisqu'on ne le faisait pas en toute conscience, on met en place des valeurs qu'on vérifie. On vérifie avec ses salariés qu'on est bien en phase ensemble sur ce qui est important pour nous de faire. Alors faire de la peinture, oui, c'est notre métier, on en fait, mais comment on va le faire, pourquoi on va le faire, pour qui on va le faire. Et si on vérifie ces choses-là en permanence,
ça veut dire qu'on est en phase les uns avec les autres avec ce qu'on va faire. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Après, si les gens ne partagent pas, les salariés ne partagent pas ces valeurs, ils ne restent pas, puisqu'en fait, on gagnera, si je parle financièrement, on va gagner autant chez Thiriot qu'on va travailler que chez un autre peintre. Mais quelles sont les valeurs de chez Thiriot? Quelles sont les valeurs chez l'autre? Est-ce que je me retrouve? Alors, souvent, chez les compagnons, tout ça, c'est inconscient. On met pas, d'ailleurs moi ça ne l'était pas non plus, c'est Déclic qui m'a fait prendre de la hauteur, m'a fait comprendre qu'on faisait des choses. En fait on le faisait, mais je pense que c'est le partage des valeurs qui fait que les gens restent. L'honnêteté qu'on a avec soi-même et qu'on a avec les autres. Question à laquelle vous avez partiellement répondu, mais je vous laisse compléter. Est-ce que vous mesurez une différence entre vous et vos collègues du secteur du bâtiment sur l'attractivité et la fidélisation de vos collaborateurs ? Je sais pas. On a tous des difficultés sur le recrutement, mais on n'a pas tous envie d'y répondre de la même manière. Moi, j'ai entendu un de mes collègues bâtiment me dire il y a 1 an ou 2, enfin, toi, c'est facile, tu as des femmes. Ben non, c'est pas facile parce que j'ai des femmes, mais parce qu'aujourd'hui on dit que l'attractivité avec les reconversions professionnelles, les femmes sont attirées par le bâtiment. Donc pour moi c'est facile. C'était pas plus facile, sauf que moi j'ai pas été fermée en fait, évidemment, puisque je suis une femme, à l'accueil des femmes dans mon entreprise. On a eu la chance d'avoir un très bel article de Ouest France hier sur notre entreprise et qui donnait le témoignage de Virginie. Je vais juste relayer, si j'ai le temps, Virginie, elle est arrivée chez nous, elle était en stage 3e, elle avait 15 ans et demi. Pour avoir un stage dans le milieu du bâtiment, elle avait fait 40 entreprises avant de venir me voir. Pour vous dire comme quoi c'était compliqué, il y a quand même 20 ans d'accueillir des femmes. Aujourd'hui, c'est une jeune femme donc, qui a fait un CAP, qui a fait un bac pro, qui a fait un BTS, qui a été conducteur de travaux dans l'entreprise. Et puis, parce que la conduite de travaux, c'est un métier qui demande d'être là tôt le matin et puis quelquefois un peu tard le soir, on a modifié son poste de travail puisqu'elle est maman de 2 enfants. Et du coup, elle avait besoin d'avoir des horaires un petit peu différents, d'accéder au télétravail. En conduite de travaux, ça ne permet pas, mais elle avait la compétence maître-heure. Voilà, on a basculé. Donc, ce n'est pas de la chance, mais c'est du travail sur le long terme et je reviens sur le fait que les choses se font sur la durée et pas en appuyant sur un bouton. Oui, c'est toujours facile de voir la chance quand il y a eu 20 ans de travail et d'ouverture et de voir après que ça porte ses fruits. Mais bon, c'est sûr. Dernière question. Vous avez parlé de CAP+. Comment intégrez-vous ces personnes et les autres salariés? Mettez-vous en place des choses particulières en termes d'intégration? Comment se fait l'accueil? L'accueil, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça demande beaucoup aux personnes qui accueillent et c'est sur la question de la valeur. Et c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'ils savent que c'est important d'accueillir, que c'est important de former. Et quand on véhicule et que ça fait partie de notre base de fonctionnement, on accueille forcément plus facilement avec des jours où c'est plus facile et des jours où ça l'est moins. Et quand on accueille correctement, l'accueillant est forcément aussi positif puisqu'il se sent intégré dans une équipe. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, ce n'est pas la mienne, donc je ne sais pas si ça répond à la question de la personne qui l'a posée, mais je pense que c'est des éléments intéressants. Alors, il y a une dernière question. Vous êtes aujourd'hui à 30% de peinture aux algues en termes de vente. Pouvez-vous augmenter ce pourcentage dans les années à venir? Et si oui, quand et comment? Alors, ce n'est pas moi qui décide. En fait, ça va être les chercheurs de chez Algopaint, notamment, qui font progresser tous les jours leurs produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, techniquement, c'est un produit qui va aller sur des murs en intérieur. Aujourd'hui, on vient de commencer notre premier avalement à la coquille Saint-Jacques. C'est un premier essai. Donc, vous voyez, plus on va continuer, plus on essaye, plus ça va s'améliorer, plus on en fera. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire, dans 10 ans, je vais en faire tant. Tout dépendra de l'évolution du produit, en termes de technique, bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup. Merci Anne, mais merci Véronique pour ce témoignage. Merci. Et bonne journée à tous.